Oui, nous l'entendons tous les deux. Allons-y, allons-y. J'ai ouvert la porte, j'ai vu des morceaux d'ailes par terre. Carla, this is the Albuquerque Police Department. We are not going away. You're not free to leave. You need to follow our directions or force will be used against you. Je veux que tu ressentes ça. Un couple de retraités avait invité leur famille chez eux à Albuquerque, Nouveau-Mexique, pour un dîner de fête le jour de Thanksgiving, le 24 novembre 2022. Cependant, lorsque les membres de la famille sont arrivés, ils ont trouvé la maison fermée à clé et personne ne répondait à la porte. Se sentant de plus en plus inquiets, ils ont forcé l'entrée pour tomber sur une scène révoltante d'une horreur inimaginable. À l'intérieur de la maison, ils ont trouvé le corps démembré de la femme de Carlin, Connie. Des morceaux d'elle étaient éparpillés dans toute la pièce et Carlin était sur le lit, ayant l'air paisible. Mais cette découverte macabre les a laissés sous le choc et déconcertés. Urgence, monsieur Farnin? Oui, je dois envoyer une unité de police à la maison de mon frère. Nous avons besoin d'une vérification de sécurité. Quelque chose ne va pas. Ils ne peuvent pas entrer dans la maison et ils attendent tout le monde pour Thanksgiving. D'accord, donc tu es à la maison en ce moment et tu frappes à la porte, mais personne ne répond. Où es-tu? Dans un appel passé au 911 tôt ce jour-là, Tammy, la sœur de Carlin, l'a appelé par crainte qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible. Elle a expliqué au répartiteur que son frère souffrait de démence, du même type que celle qu'avait Robin Williams, la démence frontotemporale. Elle a dit que son frère n'allait pas bien et qu'il n'avait pas eu de nouvelles de lui ni de sa femme Connie depuis le matin. Leur voiture était toujours là, ce qui accentuait l'inquiétude de la famille. Tammy a souligné que Carlin et Connie attendaient avec impatience la visite de la famille pour le dîner de Thanksgiving. Est-ce que ton frère a des problèmes médicaux ou mentaux? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Il a la même chose que Robin Williams. Ils disent que c'est une forme de démence. Vit-il avec quelqu'un? Non, 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 non. Il vit avec sa femme quelque part à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe. Lui et elle sont là et ils nous attendent tous pour Thanksgiving. Et personne n'a réussi à... D'accord. Eh bien, j'étais inquiet que ton frère soit là seul et qu'il soit arrivé quelque chose, comme s'il était tombé, donc le frère et la femme. Personne ne répond à la porte, mais la femme devrait être là. L'opératrice du 911 était impatiente, disant que des officiers seraient en route dès que possible. Mais Tammy n'allait pas attendre que la police arrive. Elle commençait à craindre ce qui pourrait se trouver dans cette maison. Elle se demandait si quelque chose de terrible avait pu se passer, et elle a finalement décidé d'entrer dans la résidence. Ce qu'elle a trouvé à l'intérieur a confirmé toutes ses pires craintes. Tammy a immédiatement appelé le 911 de nouveau, en disant « C'est mon frère, il a tué sa femme ». Sa voix tremblait de choc alors qu'elle décrivait ce qu'elle avait vu. Le corps de Connie est découpé et éparpillé dans la chambre. Tammy a tenté d'expliquer le cauchemar qui se déroulait sous ses yeux à travers les larmes et l'incrédulité. Elle a mentionné à l'opérateur du 911 que Carlin était toujours dans la pièce, allongée sur le lit, et la regardait directement sans rien dire. Elle se souvint avoir reculé hors de la pièce avec horreur, en criant à plusieurs reprises à sa famille de sortir de la maison. Son fils a confirmé que l'oncle avait bien tué sa tante, mais leur a laissé le devoir macabre de signaler le meurtre, un jour censé réunir la famille. J'ai ouvert la porte, j'ai vu des morceaux d'ailes par terre, et lui était un peu dans le lit, et il m'a un peu regardé, mais il y a des morceaux d'ailes partout dans la chambre. D'accord, alors quel morceau as-tu vu d'elle? Je sais que c'est dérangeant. Je suis juste ressortie. Qu'as-tu vu alors? As-tu vu ses mains, ses jambes, son visage? Peut-être son visage. D'accord, donc il t'a vu? Oui. Fait qu'il a dit quelque chose? Rien? Je suis ressorti. Je suis juste ressorti et j'ai dit à tout le monde sortez, sortez, sortez. Vous célébrez tous les deux l'action de grâce là-bas? Oui. Je pense qu'il l'a découpé. Et il ne l'a jamais donné. Je suis désolée. C'est toi qui te trompes, madame. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Tu ne penses pas qu'il pourrait faire ça? Je ne sais pas. Je crois qu'il l'a fait. Je crois qu'il l'a fait. Je sais qu'il l'a fait. D'accord. D'accord. Oh mon Dieu. Peux-tu tenir la caméra une minute? Tommy avait du mal à digérer l'horreur lorsque la famille a dit à l'opérateur que Carlin n'avait montré aucune hostilité auparavant malgré sa démence. Mais ses sautes d'humeur imprévisibles les avaient effrayés à plusieurs reprises, et Tammy se souvient qu'il avait des pensées sombres. La famille avait été obligée de prendre des précautions. Les objets tranchants avaient été enlevés de la maison, mais des couteaux se trouvaient encore dans la cuisine, quelque chose qui entrait plus tard l'esprit de Tammy. La police est arrivée peu après l'appel téléphonique, a investi le quartier et a encerclé la maison. Ils devaient avancer prudemment car la démence de Carlin pouvait parfois devenir imprévisible et mortelle.
Même si la famille a assuré à la police que Carlin ne croyait pas aux armes à feu, les officiers ne pouvaient prendre aucun risque puisqu'ils savaient qu'il aurait pu utiliser autre chose pour le crime commis. D'accord, voici le PD maintenant. Tu les vois? Est-ce qu'ils te voient? Oui? D'accord, je suis vraiment désolée. D'accord? D'accord. Je prierai pour toi. Prends soin de toi. Donc, les membres de la famille. D'accord. Tiens bon, encore quelques années. Carlin, NIO. On va passer en mode détruit. Ouvrir cette porte d'entrée. Fais gaffe à toi. Ouais, ouvre-moi. Tu as fait le ménage. Cargo, ici la police d'Albuquerque. Vous m'entendez, ça? La police a encerclé la maison et a crié à Carlin de sortir paisiblement. La famille, encore sous le choc, regardait à distance, ne sachant pas ce qui allait se passer ensuite. Tammy et son frère Darren ont dit à la police que Carlin avait des antécédents d'idées suicidaires, ce qui créait l'appréhension qu'il provoque les policiers pour qu'ils lui tirent dessus. Il était de petite taille, pesant seulement environ 40 kg, et la famille insistait sur le fait qu'il ne possédait pas d'armes. Mais le meurtre de Connie était suffisamment atroce pour laisser tous les autres sur le qui-vive, sans savoir ce qu'ils pourraient faire à tout moment. La police continuait d'appeler Carlin avec des instructions pour qu'il sorte de la maison, les mains en l'air. Il se préparait au pire, car tout pouvait arriver à tout moment. La police a essayé d'obtenir des informations de Tommy et de la famille, qui se tenaient paralysés près d'eux. Elle ne pouvait pas croire et regrettait qu'il soit possible pour son frère de commettre un acte aussi horrible dans son état mental dément. Autant que la famille insistait sur le fait que Carlin n'était pas violent et même effrayé par la police, ils ont admis que la démence l'avait ravagé mentalement. Creed. Si tu vas croire enfin, il y a évidemment quelque chose, parce que sinon ça ne serait pas le cas. On ne sait pas quel genre d'objet ou d'arme on pourrait avoir. Il est vraiment petit, il ne pèse que 40 kilos environ, il a très peur de la police, donc cela va ajouter à sa paranoïa. Et quand je suis rentré dans la chambre, j'ai juste ouvert la porte et il était allongé en travers du lit et elle était sur le sol. J'étais tellement horrifié par ce que j'ai vu et il a bougé et m'a regardé et j'ai juste reculé. Je pourrais probablement rentrer et le faire sortir. Non, on ne fait rien de ce genre. Pas en ce moment. Non. Il va courir s'il voit, vous savez, il pourrait essayer de... D'accord, ok. La police savait que la démence frontotemporale est une condition qui provoque parfois des comportements violents. Cela se produit dans un très petit pourcentage de cas. Ils ont décidé de marcher sur la pointe des pieds autour de la situation, désireux de mettre fin au fiasco sans effusion de sang supplémentaire. À l'extérieur de la maison, la tension était palpable. Les officiers se positionnèrent stratégiquement autour de la propriété en cherchant des moyens de faire sortir Carlin sans nécessairement recourir à la force. Merci. On peut essayer d'obtenir plus de cette position. Non, fais juste ça. Catch point. Je dois m'arrêter ici. Je ne pense pas. Je crois qu'on reste ici. Allez, station, Jusqu'à ce qu'on dise très fort et puis on le fait. C'est profond de ce côté. C'est profond des deux côtés. Tommy et sa famille regardent avec horreur alors que la police fait tout pour mettre fin à l'épreuve, espérant que Carlin, avec son état mental altéré, sortirait pacifiquement. Les agents l'interpellaient, mais ils savaient que même s'il n'avait jamais possédé d'armes auparavant, il ne pouvait pas prendre de risque après tout le démembrement brutal de sa femme.
C'était déjà assez terrible que la tragédie ait frappé la famille en plein cœur. Et tout ce qu'on pouvait espérer alors, c'était que la situation se termine sans effusion de sang supplémentaire. Donc tu veux juste comprendre, genre, quand tout ça s'est passé, on leur a dit qu'il fallait se débarrasser de tous les couteaux à beurre, peu importe. Alors pourquoi diable y a-t-il des couteaux là-dedans, maman? Alors, ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est de prendre un peu de recul, on s'occupe du reste, d'accord? On va faire de notre mieux pour s'assurer qu'il y ait une résolution pacifique, d'accord? Ça va être un processus progressif à partir de maintenant. On vous tiendra informé de ce qu'on fait et pourquoi, si vous le voulez, d'accord? Il a un peu de démence, en quelque sorte. Oui, il n'est tout simplement pas là. Ça pourrait être une chance, mais peut-être pas. Oui, il pourrait parfaitement comprendre. Lorsque la situation se déroule, les proches de Carlin sont inquiets que la police, en tant qu'entité, va très probablement l'effrayer. Sa sœur, Tommy, est préoccupée. Je sais que la présence policière va vraiment l'effrayer, et il ne va probablement pas obéir. Mais vous pourriez le maîtriser en quelques secondes. Le comportement imprévisible de Carlin a pour origine la démence, mais ses proches pensent qu'il ne représente aucun danger significatif pour les forces de l'ordre. Cependant, avec la brutalité de la scène de crime, les agents ne doivent pas relâcher leur vigilance et leur attention. This is the Albuquerque Police Department. We're not going away. You're not free to leave. You need to follow our directions or force will be used against you. I need you to walk out the open garage door with your hands up and empty. Come outside. Et là, c'est pas des idées de ce genre dans le passé, donc je ne serais pas surpris qu'il essaie de se faire tirer dessus ou quelque chose comme ça ne me surprendrait pas, même s'il n'a pas d'armes. Oui, elles sont sympas, je sais que la présence de la police lui ferait vraiment peur et qu'il ne se conformera probablement pas, mais vous pourriez le neutraliser. Dehors, la police crie à Carlin à plusieurs reprises. « Police d'Albuquerque, sortez les mains en l'air, montrez-vous ». Un policier entend bientôt des mouvements étouffés à l'intérieur et crie en retour. Nous venons d'entendre un bruit venant du garage, comme si quelqu'un parlait à l'intérieur. Il continue de crier après Carlin, sans savoir ce qui les attend. Carlin arrive, debout nu dans l'embrasure de la porte, couvert de sang. Son état hagard inquiète immédiatement les agents. Les policiers continuent de l'encourager à ramper vers eux. Carlin est probablement soit réticent, soit physiquement incapable d'obtempérer. Ils appellent. « Carlin, viens. Personne ne va te faire de mal. Rampe jusqu'à nous, lui dit-on. » Cependant, il se déplaçait lentement et rien ne le rapprochait des officiers qui n'avaient d'autre choix que d'augmenter leur intensité dans le processus pour le mettre en garde à vue. Chance, tu sais qu'il soit venu avec une arme à feu. Tu te mets derrière moi, tu te mets à couvert, d'accord? Je sais qu'il est là, mais je vais juste... Oui, numéro 8, numéro 8. Police d'Albuquerque, sortez les mains en l'air. Montrez-vous, homme de main, sergent. Montrez-vous, laissez-moi voir vos mains. Monsieur, sortez, sortez, car vous entendez ma voix. Vous avez les mains en l'air, et vite. Garage. Nous venons d'entendre un coup de feu de ce côté, monsieur. Nous avons entendu du bruit dans le garage, comme si quelqu'un parlait, peut-être de l'intérieur. Vous l'avez entendu, monsieur? Ouais, nous l'entendons tous les deux. Je viendrai ici. Tu n'es pas la police. Il est dans l'embrasure de la porte. Il est dans l'embrasure de la porte. Ouais, il est juste là dans l'embrasure. Est-ce que c'est un chien ou un animal? Je dirais un chien. Merci. Je t'aime. Avancez ce véhicule. Avancez ce véhicule jusqu'ici pour qu'on puisse détourner les regards. Je ne suis pas un garçon. Je ne suis pas un garçon. Je ne suis pas un garçon. Que voulez-vous? Continuez à avancer. Continuez à avancer. Approchez. Approchez. Stop. Stop. D'accord, c'est nu, couvert de sang. Je ne le suis pas. Sors de là, je suis content. Je vais se rendre devant le commandement si tu veux avancer avec tes fusils. Et Arlène est département de la police d'Albuquerque, d'accord? J'ai besoin que vous rampiez vers moi. La police approche avec prudence, se préparant à utiliser la force non létale qu'elle est prête à déployer. « Nous allons avancer avec le taser », dit l'un d'eux en s'avançant. Un autre officier sur place, armé d'un fusil, prend le relais de la communication et demande à Carlin de faire la chose raisonnable. Carlin se tient là, 1,50 m, d'apparence frêle. Mais personne ne sait de quoi il est capable, étant donné son état mental et ce qu'il vient de commettre. Regarde, ce véhicule nous emmène également d'ici. Très bien, offrons-leur une belle ovation.
D'accord, merci, couvert de sang, on fait vers vous. Merci beaucoup. Oh, c'est horrible, mec. J'ai mal. J'ai mal. Hey, Christine, je vais prendre le relais. Commence. Tu veux avancer avec ton fusil. Qu'est-ce que ça fait? Oui, Arlen. Arlen, oui. Police d'Albuquerque. Aucun. Feu allumé, feu allumé. D'accord. Arlan est soit incapable, soit réticent à se conformer, ce qui ne laisse qu'une seule option à la police. Quand le procureur l'a rendu, on n'a pas laissé les gens monter. Oui, monsieur. Oui, on a $40 000. C'est tout ce qu'on va faire. Si j'ai besoin d'utiliser le taser, je le ferai. On va le faire. On va le faire. Le véhicule sur le projet a déjà été dégagé. J'ai le taser au cas où on en aurait besoin. Je vais baisser mes mains. Les lunettes sont sorties de la maison et c'était tellement mythique traîner sur son dos tout le chemin jusqu'à l'entrée. Je ne peux pas retourner à l'arrière du véhicule. Je dois le faire par l'avant. Pas de pression. Et Chris, tu dois remettre les boutons. Très bien. Eh bien, c'est tout ce que j'ai. À l'arrière, on va devoir sortir. Bonjour, je suis sûr. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui est en train de secourir par ici. Tu vas tous me détruire. Tout en haut, lève-toi, d'accord? Assieds-toi sur le rocher. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, problème. Je suis en train de te planter, ne bouge pas. Les officiers s'approchent de lui, le plaquent au sol et le retournent sur le dos pour évaluer les dégâts. Carlin semble somnolent et hors de la réalité. Il marmonne des phrases incompréhensibles. « Il n'y a pas d'aide pour moi. Je suis déjà mort », leur dit-il. Ces mots secouèrent les agents lorsqu'ils réalisèrent qu'ils avaient affaire à un homme très malade, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il y en a que je ne sais pas quoi faire. Alors, on a de l'aide en route, n'est-ce pas, monsieur? Eh bien, tu as un problème avec ça. Nous allons tous en mourir. Et vous pouvez voir à quel point il n'y a pas d'aide pour moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas combien j'en ai, mais il y en a d'autres derrière toi. Quand tu entres, tu vas te diriger, tu vas te placer juste ici, sous ma lumière. Tout le monde va suivre, tu sais, se regrouper sur lui. Je vais tout arranger. Tout le monde est prêt, on y va. Je suis avec vous, je suis avec vous, je suis avec vous. Merci, merci. On laisse tomber. Hein. D'accord, merci. Alors que certains agents restent avec Carlin, d'autres fouillent la maison pour s'assurer qu'il n'y a plus de menaces. En traversant la maison, rien ne pouvait les préparer à ce qui les attend dans la chambre principale. Ils ont trouvé le corps de Connie, complètement démembré dans un état trop horrible à décrire. Un officier utilise sa radio pour confirmer « 62 ». Une personne en garde à vue. Nous avons un corps gravement démembré à l'intérieur. Merci à tous d'être venus avec moi. Et je veux me remercier ainsi que vous traversez cela ensemble. We gotta clear it. Yep. Posez les mains sur votre orteil. D'accord. Désolé. La brutalité physique de la scène est presque trop difficile à supporter pour les officiers. Certains ne peuvent même pas regarder et sortent littéralement de la maison pour se ressaisir. Un officier vomit lui-même et garde la bouche ouverte, essayant de ne pas vomir en partant. « J'ai besoin de vomir », marmonne-t-il d'une voix tremblante de dégoût.
Un autre agent dit à un collègue « C'est probablement la pire scène que j'ai jamais vue », d'une voix qui reflète l'horreur qu'il ou elle est en train de regarder. Je dois continuer à mourir avec toi. D'accord. Je veux rester ici. Il sort. 34 au C134. 34 au sort par la fenêtre. C'est vachement. Dehors, les officiers essayent de se calmer mutuellement, évidemment secoués par ce qu'ils ont vu. Sans doute, rien de l'esprit de Thanksgiving ne traverse l'esprit de quiconque. Une journée dédiée à la famille et à la gratitude, au lieu de cela, ternie par cet acte de violence grotesque. Mathématiques. Oui, il y a juste des trucs là-dedans pour l'instant, mais juste un tas de dinde. You're right, bro. Tout ce que je sais, c'est que ça. Good. You see everything or not? Pendant tout ce temps, Carlin est derrière les barreaux, donnant peu d'informations sur son état d'esprit. Lorsqu'on lui demande s'il a des blessures, il répond vaguement « Ouais, je suis totalement mutilé ». Les agents l'inspectent et ont pu trouver de nombreuses grandes lacérations sur son corps. Pour cela aussi, il ne s'en soucie guère et continue de répéter sans cesse « Il n'y a pas d'aide pour moi ». Un écho froid de sa supériorité face à la réalité. Malgré toutes ces déclarations, les policiers essaient de le consoler en disant que des soins médicaux arrivent, tandis qu'il continue de marmonner comme un cadavre. Je vous vois tous. Vous nous voyez tous? Oui. À quoi ressemble Adam? Il est l'un de nous. On te voit. Oui, comment ça va? Je vais bien. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Vous avez des coupures, c'est pas de peine. Oui, mais ça va. Nous avons besoin de secours ici. Il y a de secours nulle part, je suppose. Oh, ils arrivent, monsieur. Je suis désolé de faire ça. Enfin, Et tous les hooters. D'accord. Où avez-vous vos coupures? Oui. D'accord. Alors vous marchez toujours? Pas de Quoi sur ton corps? Partout. D'accord, il a des coupures. Il a des lacérations. Il bouge plutôt bien, mec. D'accord. Très bien, monsieur Brown. On va vous installer. Oh, il en a une grosse. Peut-il la réduire? Tous les 60, je ne pense pas. Les 43. Il a une très grande lacération à l'intérieur de la cuisse. Faisons-le. Comment ça s'est passé? D'accord, on ne va pas vouloir y descendre tout de suite. Gloire à lui pour toujours. Où es-tu? Ah, ouais, ça va faire mal, monsieur. Ouais, on doit les faire, mec. C'est tellement dur. Ouais, c'est très proche. Oh là là. Oh, il a raison. Au revoir. Au Tu revoir. t'en sors bien, mec. Tu t'en sors bien. Enfoiré! Je suis désolé, monsieur. Ah oui. Non! William, mon Dieu. Je te vois, ma belle. Vas-y, voilà ma Mais bon, je boulette. essaie de mettre un drapeau sur cette jambe. C'est Martin déjà. Ouais, du coup. Ouais, je pense pas qu'ils doivent connaître le chemin comme ça pour qu'un drapeau. Alors que les détectives essaient de reconstituer les faits concernant l'incident, Tammy semble très franche au sujet du passé tumultueux de Carlin. Elle leur assure que ce n'est pas la première fois que l'état mental de Carlin a provoqué une crise. Tammy se souvient comme si c'était hier, quand elle raconte « Il y a longtemps, lors d'un de ces épisodes, il se frappait la poitrine en disant qu'il ne pouvait pas trouver son âme. Cela l'a conduit à être hospitalisé à la clinique Mayo après avoir disparu pendant 7 heures. Une alerte argentée ayant été lancée pour lui. C'était l'année de la Covid et il a été enfermé pendant environ 3 semaines dans une unité psychiatrique, dit Tammy, en ajoutant que son comportement erratique était devenu plus fréquent à mesure que sa démence progressait. Tommy se souvient d'une expérience cauchemardesque pendant cette période, lorsque Carlin a essayé de se poignarder plusieurs fois, en criant sans cesse « Je ne trouve pas mon âme ». Maintenant, elle redoute l'idée que c'est peut-être cette hallucination qui aurait pu être responsable de la mort de Connie. Tammy essaie de donner un sens à l'acte insensé de son frère. État de confusion frénétique. C'était l'année de la Covid et il a été enfermé là-bas pendant environ 3 semaines dans une unité psychiatrique parce qu'il n'était pas diagnostiqué. Personne ne savait ce qui se passait, sauf qu'il essayait, vous savez, de se poignarder à mort et de se faire du mal.
Mais il disait des choses comme « je ne trouve pas mon âme, je ne trouve pas mon âme ». Et il essayait de se poignarder. Et je me demandais si c'est ce qu'il faisait avec Connie. Peut-être qu'il essayait de la retrouver. À chaque minute qui passe, à mesure que l'histoire se déroule, la profondeur de la maladie mentale de Carlin devient claire. Les dommages que sa maladie a infligés à la famille laissent tout le monde brisé. Ce qui avait commencé comme une réunion ordinaire à l'occasion de Thanksgiving s'est maintenant terminé d'une manière que personne n'aurait pu imaginer même dans ses pires cauchemars. Tragédie. Un coup facilité par la démence de Carlin, qui l'a poussé à faire quelque chose que personne, les membres de sa famille, n'auraient pu prévoir. Dans cette histoire d'horreur, l'acte violent de Carlin se dévoile petit à petit. Tel un homme horriblement perturbé, possédé par une inspiration morbide. Ses propres propos décousus lors de son trajet vers l'hôpital racontent une histoire de confusion mentale conduisant à un crime très macabre. Bien que calme et posé, les propos étranges de Carlin laissent entrevoir quelque chose de désastreux qui choquerait autant sa famille que les enquêteurs. On se voit au bureau, Warren. Je me suis J'allais y aller. Tu n'aimes pas être frappé. J'aime ça et j'aime ça. Je ne sais pas. Je suis là-haut, d'accord? Je ne sais pas. Oh non, Oh, j'adore ça. j'en étais réduit à 3. Je ne sais pas si je le ferai. Ses propres mots, teintés de délire d'automutilation et de fascination macabre pour la vengeance divine, ne révèlent que son esprit fracturé. Carlin a dit qu'il nourrissait des sentiments de haine de soi et de ressentiment depuis des années. Des sentiments qui se sont matérialisés en un acte de brutalité au-delà de l'imagination de quiconque. Dans une déclaration au détective, le meurtrier parle nonchalamment de l'assassinat de sa femme, comme s'il décrivait les gestes quotidiens qu'il accomplissait avec une impassibilité glaçante. Il avoue lui avoir poignardé le cou avec peu de remords pour sa douleur, tout en laissant entendre de manière inquiétante qu'il cherchait à se venger de Dieu. Au fur et à mesure que l'affaire progresse, les motivations de Carlin deviennent de plus en plus obscures. Il parle d'années de haine refoulée, non seulement envers les autres, mais envers lui-même, et finalement envers une puissance supérieure. Sa notion perverse de la vengeance qu'il exerce contre Dieu pousse sa famille et les enquêteurs à essayer de donner un sens à cette absurdité. Le lendemain, les détectives ont rendu visite à l'hôpital dans l'espoir d'en apprendre davantage sur les souffrances de Camille, directement de la part de l'homme responsable, Carlin. Avant de poursuivre leur enquête, ils devaient d'abord évaluer dans quelle mesure Carlin était conscient de son environnement. Ils ont commencé par lui poser des questions simples pour évaluer son niveau de conscience. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait où il se trouvait, Carlin a répondu de manière ambiguë, affirmant qu'il était à la fois à Thury, au Nouveau-Mexique, et à l'hôpital. Sa mention énigmatique d'être enfermé dans un FR non enregistré de mois a laissé les détectives perplexes. Il a en outre fait allusion à l'inutilité de leurs efforts, remarquant que rien ne pouvait être fait, ni par lui, ni par eux, et les invitant à regarder son cou, semblant faire référence aux blessures qu'il s'était infligées. Carlin a été interrogé pour savoir s'il connaissait le président et il a correctement identifié Biden. De même, il a répondu aux questions sur le jour avec une clarté raisonnable. Malgré ces remarques troublantes, les réponses de Carlin étaient cohérentes, ce qui a amené le détective à lui dire ses droits et à tenter de reconstituer la folie de la veille. Mais personne ne s'attendait aux révélations choquantes que Carlin allait faire. Lorsqu'on lui a demandé de commencer par le début, Carlin a révélé que les événements menant à l'incident tragique avaient mûri pendant des années. Il a expliqué qu'une haine profonde et un manque de respect avaient couvé en lui. Et ce jour-là, il a perdu le contrôle. Il a reconnu qu'il devrait payer pour ses actes, bien qu'il croyait que la douleur qu'il endurait maintenant était trop lourde pour qu'il puisse jamais être jugé. Je vais te poser quelques questions. J'ai mal, tout ça. J'ai mal aux deux endroits. J'entends parler des endroits. J'ai mal partout, autour de l'hôpital. J'ai mal tout autour ici. J'ai mal partout. Merci d'avoir regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais du mal à quelqu'un, si je me fais du mal, c'est de la douleur. Comme ça. Donc oui, je suis coupable.
D'accord, je vais rentrer chez moi alors. J'essaie qui est le président. Non, pas le gouvernement. Ok, d'accord. Tu sais dans quel état il est? Je ne sais pas. Alors, je vais commencer depuis le début. Dis-moi autant que tu veux, mais autant de détails que tu te souviens de ce qui s'est passé. Oh là là, pour moi, d'une certaine manière, j'ai juste perdu le contrôle et je n'ai pas pu maîtriser ce que j'ai fait. Et maintenant, je dois en payer les conséquences. Alors, payons-le. Je ne serai plus jamais capable de le faire ou de le faire. Quoi que ce soit, de se construit depuis des années. Comment ça se fait ça? Ouais. On ne savait pas. Ça allait être comme ça. Je suis sûr que ça va être. Et je me suis juste levé d'un bond. J'ai décidé qu'aujourd'hui serait le jour pour poser cette main gauche sur le corps. Malheureusement, je me suis blessé. Vous étiez là. Et je suis désolé que ce soit probablement allé de mal en pis. Alors, vous avez mentionné que vous avez sauté du lit. Oui. À quelle heure était-ce? Vous vous en rappelez? Bon, vers 5 ou 6 heures le matin. Oui. D'accord. 3 ou 7. Alors, vous êtes levé. Vous étiez au lit. Il était au lit. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, mec. Oh, ça m'a complètement frappé. J'étais épuisé. Est-ce qu'il y a de l'or dedans? Ouais. D'accord. Donc, je n'ai pas l'air vieux des mecs. Je dois me demander. Ouais. Je n'ai pas l'air vieux des mecs. Je dois me demander. Donc, quand Connie s'est réveillé, elle a dit qu'elle s'était réveillée. Quand je t'ai réveillé. Je t'ai levé. Ouais. Est-ce que Connie a dit quelque chose? Non, tu m'as dit quelque chose. Oui, c'est ça. Tu es ma réponse. D'accord, merci. Mais c'est vrai, tu sais. Et dans ceci, c'est tout. Donc ça, on va pour la santé. D'accord, tu dis que tu veux me le dire maintenant. Je pense que c'est très amusant. Je vais probablement en tirer quelque chose de bien. Rapide, oui, c'était génial. Assez magique. À tout à l'heure. Explique-moi ça étape par étape. Oh, tout s'est effondré. Terrible. HR, vous pourriez commencer d'abord à vous acharner en premier. Ouais. Est-ce que Connie disait quelque chose dans ton écriture? Est-ce qu'elle le fait pas? Tu vas comme un soldat. Tu vas comme un soldat. Donc, tu as dit que tu as commencé à t'acharner sur elle et qu'elle se battait comme un soldat. Tu es blessé pendant que cela se passait, bien sûr. Comment vous êtes vous blessé? Je me suis coupé 2 ou 3 fois quand je l'ai retourné contre moi. Quand l'avez-vous retourné contre vous? Pendant et après en avoir terminé avec ça. Et je comprends, comme vous l'avez dit, que vous l'avez retourné contre vous pendant et après. Ouais, aussi en travaillant sur quelque chose. D'accord. C'était probablement avant de me préparer. Les cheveux ont commencé à tomber. Où avez-vous allumé le micro sur vous-même? Je ne sais pas. C'était probablement là. La haine et le manque de respect que vous avez mentionné plus tôt. Est-ce que cette haine est quelque chose que quelqu'un d'autre ressent pour vous? Avec toute la haine que j'ai pour tout le monde et l'homme dont j'ai peur, pourquoi avez-vous cette haine? Alors, j'ai réalisé à quel point j'avais échoué. Je ne m'en suis pas sorti en... Je ne l'ai pas tiré de la manière dont j'ai fini. J'ai juste continué. Alors, tu es la raison pour laquelle tu as fait tant de choses. Je me vengeais de Dieu. Je ne te laisserai aller nulle part. Bon, vous êtes en état de rester sous le... Oh oui, un officier sera devant votre porte jusqu'à ce que vous soyez suffisamment rétabli pour quitter l'hôpital. Et cela n'arrivera jamais. Pourquoi dites-vous cela? Je ne peux pas être enfermé comme ça. D'accord. Alors que les enquêteurs se préparaient à inculper officiellement Carlin, sa santé s'est rapidement dégradée. Il semblait connaître son sort, affirmant qu'il ne partirait nulle part et rejetant l'idée de se remettre de ses blessures. 3 semaines après le meurtre, le détective a contacté la fille de Carlin, Lisa, pour l'informer que son père était décédé. Lorsqu'il a vérifié pour s'assurer qu'elle avait été avertie par l'hôpital, Lisa a confirmé qu'elle avait été informée plus tôt dans la soirée. Monsieur. Salut, c'est Lisa. C'est elle. Hey, détective Roas. Comment ça va? Je parle avec quelqu'un de l'hôpital. Oui, m'ont informé que papa est décédé plus tôt ce soir. D'accord, oui, je voulais juste m'assurer que quelqu'un ait pris contact avec eux pour que vous soyez... Le lendemain, le détective a rencontré Lisa pour lui rendre les affaires de sa mère. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, Lisa ne semblait pas accablée de chagrin. Elle a même admis que la mort de son père fut un soulagement, apaisant le stress judiciaire croissant que la famille subissait. Pour elle, son décès était une bénédiction.
Avec la mort de Carlin, les accusations de meurtre portées contre lui par l'État du Nouveau-Mexique ont été abandonnées et l'affaire a été officiellement classée. La sombre vérité sur le motif tordu de Carlin laisse bien trop de questions sans réponse derrière elle et reste inconnue pour ceux qui en subissent les conséquences.